Chez Francis Lampérière, dimanche 14 janvier 2018, Courbayard à La Roche-sur-Yon. Francis Lampérière, poète et photographe. Est-ce que ces deux mots peuvent qualifier ton travail poétique ? En fait, oui, c'est tout le travail photographique et d'écriture se mêle tout à fait même dans les poèmes que j'écris. Souvent, il m'arrive de marcher dans la ville de La Roche avec l'appareil photo ou même un croquis où je note quelques notes. Voilà. Des croque-notes ? Oui, des croque-notes, exactement. Et cette façon de travailler, empiriquement, ça donne des idées d'écriture. Tout à fait, parce qu'en fait, la ville en elle-même est plein de sonorités. Pour moi, qui m'apprennent autant que ce que je vois, les scènes de ville, même les cafés. J'adore déjà marcher même la nuit. La nuit me permet aussi, justement, par rapport à l'écriture, de me baigner dans un univers de sons. Et donc, l'écriture, souvent, me vient après des marches longues ou courtes. Mais ça me permet d'avoir des prémices d'histoire, souvent qui viennent des atmosphères a priori qui sont réalistes et après qui deviennent oniriques sous la plume du crayon. En prononçant le mot réaliste et onirique, il semblerait que tu approches presque une définition de ton lyrisme. Je veux dire par là l'alliance du son et du sens, puisqu'il s'agit de récits, d'histoires aussi. Tout à fait, en fait, le lien entre le sens et le son vient du fait que je rythme musicalement déjà ces vers, ces mots, et du fait de me balader, puis d'être un peu rêveur aussi, d'être un peu les nez en l'air des fois aussi, que ce soit le jour ou la nuit, hein, je suis un peu, des fois un peu distrait aussi par des choses que les gens ne voient pas. Ça peut être des petites choses insignifiantes pour les gens qui se baladent, et moi j'y trouve quelque chose qui me paraît important. Ça peut être un personnage qui regarde quelque chose, et je me demande ce qu'il regarde. J'essaye de me mettre à sa place, de me dire qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il ressent. Ça peut être des petites choses comme ça, c'est de voir le saisir des instants où il y a des choses qui se passent dans la tête d'un personnage. Ça peut être aussi un reflet dans une flaque d'eau. Et là, je vais me pencher un peu, voir ce que ça peut refléter pour moi, pour que ça soit à travers la photo ou l'écriture. Autant dire que les éléments naturels, qu'ils soient dans la ville ou dans la campagne, se retrouvent dans ta poésie. En fait, quand on parle même de la vie dans la campagne ou dans la ville, il y a un côté architecture. On parle dans la ville des bâtiments, des rues, mais dans la nature en elle-même, il y a les branches et les choses comme ça qui font que ça crée des lignes, des lignes droites ou courbes, des choses un peu architecturales, même dans la forêt. Tout est façade entre la nature ou même l'écriture et ce qu'on voit. Est-ce à dire que cette façade dit l'artificiel de nos sociétés ? Par exemple, ce poème-là que tu pourrais lire, une zone de non-droit. On est au cœur aussi de la technique, des réseaux. Mais le poète dit autre chose. On peut le lire aussi ? Ah, bien sûr. Une zone de non-droit. Là, ça deux chevaux, garés sur les bas-côtés, il cherche une station d'essence. Peut-être lui faudra-t-il dénicher un jerrycan dans une supérette, où une musique criarde rendrait sourds les inconditionnels de la musique zen. Non, il ne resterait pas dans ce coin paumé, avec sa mécanique au tout sautement déchirant, et dire que son GPS l'a mené là, jusque dans ce trou à rats. Ouais, fallait pas faire confiance à cette voix mielleuse qui radote des itinéraires à rallonge. Tournez à droite, maintenant tournez à gauche, et au rond-point, vous pouvez continuer tout droit. Et vous êtes enfin arrivé à destination. Mais non, enfin quoi, c'est un champ ravitaillé par les corbeaux. Allez, vieille branche, suis-moi. L'autoroute de l'information n'est pas encore passée par là. Conduis-moi vers un ciel plus clément où les nuages gris
sont teintés d'un rose, enfin presque rose. Non, c'est-il un rose déjà ancien ou vire-t-il vers le mauve? Est-ce cet inconnu fraîchement posté sur le talus qui va me donner le jerrycan tant désiré? Disons qu'il y a une femme qui fait du stop. On s'imagine qu'elle a une panne. Cela peut arriver. A-t-elle un regard souriant qui, à mon goût, est enjolivé par la lumière rasante d'une fin d'après-midi? Ou alors, peut-être faut-il croire le hasard comme un soupçon de chance tombé du ciel. Et que faut-il faire? Que ferez-vous, les hommes, devant une si jolie femme? Et je vois des sourds en coin, bande de petits coquins. Oh bien, tiens, je vais simuler une panne. Et nous partirons, main dans la main, sur une route fondue dans le paysage. S'il est en panne d'essence, enfin, ou une fausse en tout cas, il n'est pas en panne d'émotion. Tout itinéraire non homologué par un drone est susceptible d'être détruit. Non. Dépêchons-nous. Ne nous perdons pas dans une zone de non-droit. Et dire que ce GPS l'a blackboulé dans cette drôle de galère virtuelle. La poésie, ça rend libre. Vers quelle destinée? Est-ce qu'un poème, celui-là, c'est l'anti-GPS, d'une certaine manière? Oui, c'est l'anti-GPS parce qu'en fait, ce texte traduit bien en fait un personnage qui a toujours l'impression d'être blackboulé un peu partout, dirigé dans des endroits qu'il n'a pas forcément envie d'y aller. Et donc la poésie permet donc d'aller dans des contre-allées. Enfin, marche et marge, pour moi, c'est des choses qui se ressemblent beaucoup, parce que dans la marche, on retrouve un peu ce côté un peu anarchiste même de la poésie en balade. Donc on part comme ça un peu à l'aventure, et là ça va tout à l'encontre du GPS. Finalement, vivre la poésie, c'est une autre façon de saisir ou d'écouter le temps qui s'écoule. Et là, j'ai lu un long poème qu'il serait peut-être intéressant de lire, et au fil de la lecture, je poserai des questions pour tenter de saisir cet écoulement. Écoute le temps qui s'écoule. La pluie balaye la vitre de la cuisine. Monotonie, mollesse, fenêtre sans horizon, scintillant de lampadaires. Nuit blanche sans lune, vibration intempestive. 5 heures à mon portable, café fumant, avalé précipitamment. Pluie fine dévalant les devantures vitrées froides de la cité. Longer rues et boulevards, happer la vacuité du temps. Étrange pressentiment. Est-ce que dans ce poème-là, précisément, j'y repère le photographe aussi? Oui, parce qu'il y a beaucoup d'images aussi. Il y a l'image aussi de la ville, mais plus l'intérieur d'un appartement, d'une maison, et la ville qu'on perçoit presque très très peu, mais qu'on commence à voir justement avec les phrases suivantes. Qui se révèle comme un tirage photo. Exactement, oui. Pluie fine, dévalant les devantures vitrées froides de la cité. Longer rues et boulevards, happer la vacuité du temps, étrange pressentiment. Revenir au songe de l'eau, recueillir cette matière, l'habiter, l'habiller, la guider. Se lever en son lit à queue, rondeur des minutes, écoule-toi, bruisse, parcours, jardin et square. Sentir le vent, l'écho des perles d'eau, la naissance du bruit, du silence. L'aube claire, la brise en nette, disharmonie, brouillage des pistes. Stopper la course, la courbe du temps. S'agenouiller, grisé par le mouvement, chantier à sec. S'enfouir dans l'antre du ventre,
innocence de l'eau et du vent. Caresser la peau froide, lisse, impersonnelle, tournicoter, retourner dans tous les sens l'objet désiré. J'arrête là à la moitié de la lecture et j'ai entendu, je souligne l'importance du verbe à l'infinitif qui commence de nombreux vers, Oui. comme des points d'orgue, comme pour attraper le lecteur ou l'auditeur. Oui, c'est pour le capter, c'est pour le saisir. Au départ, c'est vrai que je parle beaucoup de vision, de choses qu'on peut palper. Et justement, dans la suite de ce poème, j'essaye aussi de l'emmener vers des choses plutôt intérieures. Et donc, les verbes à l'infinitif me permettent de le capter encore plus profondément. Et de fixer quelque chose. Bien sûr, oui, de fixer de ces instants de poésie, oui. Oui. La suite du poème? Oui. Découvrir à tout prix l'origine du sens, l'énigme de l'utérus créatif. Ce foyer léchère, hypercute dans l'estomac, chaos technique. T'as encore de ces poches sous les yeux. Sentir couler encore et encore les rides des moments mornés. Écoute-le, ce miroir haut perché qui te murmure, viens t'immerger dans ce lit, dans ce corps d'enfant. Rappelle-toi des fragments de pas, de souleries d'océan, tombant, trébuchant, tu n'es plus là. Instant clairsemé, ligne de mots fracassés de doute, flash, cri déchirant de l'azur. Rappelle-toi, à qui songes-tu? Ronde d'étoiles guettant l'aube, aux sirènes ivres d'abysse. Recueillir la longueur, la fraîcheur d'être au monde, d'être un, comme deux, comme trois, d'être saint, hanche, corps, âme, rivière, pont, d'être l'œuf, un miroir d'eau puzzle, un locataire sans clé. Un locataire sans clé, est-ce que c'est en fait le poète? Tout à fait, parce que ce poète se sent tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la ville. Souvent, moi je vois la ville comme c'est un lieu qui a été créé toute pièce par l'homme. C'est vrai que je me sens plus à l'aise à l'extérieur, dans la nature, à me balader, à écrire, à photographier. Il y a un moment, je parle du ventre, de l'antre du ventre. J'appelle ça l'utérus créatif. C'est ce qui nous travaille à l'intérieur et qui peut nous peser par rapport à cette réalité de tous les jours, quotidienne. Et cette envie toujours de ressentir même les goûts, les bruits de l'océan, même si cet océan n'est pas forcément visible là tout de suite. J'essaie aussi de le transcrire par les mots. Dans ce poème-là, tu évoquais le ventre, oui. L'élément liquide. Je pense que tu es sensible aussi à oui. cet élément-là. Donc pour conclure provisoirement, ce poème, La femme de l'eau, ça me paraît dire la poésie même. Oui. Tu pourrais le lire? La femme de l'eau, lumière, ô lumière, tu es tiraillée, absorbée, pénétrée. Lumière diaphane caresse ton corps, nu et sauvage. Tu virevoltes dans une eau amniotique. Passage, impasse. Tu luttes rageusement. Tes bras hachurent le vide. Surprise. Rêverie irréelle. Les flots redeviennent lisses, lisses et parfaits. Danseuse au corps sensuel, tu deviens dauphin, étoile de mer, poussière de planète, hors de là, poupée de chiffon, corps sans âme, tu n'es plus que vent et brindille. Les hautbois ululent, tâtonnant, tu culbutes sur un sentier chaotique. Ton corps se désarticule, fièvre et transe. Les formes s'entrelacent,
Tu es Voie lactée, constellation en furie, précipice, chute des corps, vertige insensé. Tu n'es plus qu'une mémoire dézinguée, une maîtresse sans gouvernail, un rêve sans cou ni tête. Jouissance et pulsation et substance vive. Cours, cours danseuse, étoile de mes rêves, funambule, tes seins sont comme des oranges, tes lèvres, des colliers de perles. Qui es-tu? Danseuse sans nom, sans visage. Après quel mirage cours-tu? Le sais-tu? Si tu poursuis un baladin, un histrion, un clown ou un poète. L'astre solaire te joue un vilain tour. Tu accélères tes pas. La mer n'a jamais été si proche. Un souffle puissant te soulève, brindille jeté sur les sentiers des campagnes. Ton corps est ballotté par les flots, silhouette se dessinant confusément, dessin graphique, fusain, esquisse de tes songes. Et elle t'invective. Viens, viens, tends-moi les bras, n'aie pas peur. Elle te parle. Non, pas possible. C'est un mirage, une sirène. Une lumière chaude t'enveloppe. Tu n'es plus qu'un flux de matière, une voix sans corps. Âme, funambule se désaccordant sur la piste des abysses, à la fois poulpe, pieuvre, calamar géant, les courants te propulsent. Ton énergie s'intensifiant, tu crées des figures savantes. Tes ailes de papillon deviennent des traînées phosphorescentes. Chorégraphie insensée, tu n'es plus qu'une voix chantée, dansée.